Alors, nouvelle vidéo pour vous expliquer un peu les principes du Panchakarma. Euh, Évidemment, si vous connaissez déjà le Panchakarma ou si vous connaissez déjà un peu l'Ayurveda, il y a énormément de concepts que je vais soit écarter, soit simplifier au maximum. Donc il y a peut-être des choses qui vont vous sembler un peu trop simplistes, mais bon, l'idée c'est de faire une explication de base qui va durer 10-15 minutes et pas des heures et des jours, parce que c'est un sujet très vaste. Et chaque panchakarma est différent, ça dépend des gens, ça dépend de leurs conditions au moment où ils viennent, ça dépend de la saison. On ne fait pas le même panchakarma à l'été, au printemps ou en hiver. Donc il y a énormément de critères. Donc tout ce que je vous dis, c'est un principe général, qui est une base. Et après, au cas par cas, on va choisir quels soins donner, on donne celui-là, pas celui-là, etc. Voilà, en fonction, je reparlerai en cours de route. Euh, Le panchakarma, c'est une thérapie qu'on appelle Shodhana. Shodhana, ça veut dire purification. Donc il n'est pas question d'équilibrer les doshas pendant le panchakarma. On va travailler sur Agni, donc le feu digestif. On va travailler énormément avec Vata, parce que Vata, c'est la force de déplacement. Tous les mouvements dans le corps, c'est Vata qui va les contrôler. Que ce soit le sang qui circule, les toxines qui circulent, les vomissements, la digestion, tout ça c'est Vata qui va contrôler ça d'une certaine manière. Donc on met un focus assez particulier à Vata tout au long du Panchakarma. Mais on va dire que ce n'est pas le but du traitement, c'est un moyen, c'est un outil. D'avoir Vata le plus puissant et stable possible, ça va nous permettre d'aller le plus loin possible dans la purification. Et de la même manière pour Vata, c'est la même chose pour Agni. Plus votre feu digestif va être puissant, et plus la purification pourra être profonde et puissante. Après, évidemment, quand on vient faire un panchakarma, il n'y a pas de règle, mais souvent on vient parce qu'on a un dosha déséquilibré, probablement Vata peut-être, et Agni est déséquilibré aussi. Donc, c'est pour ça que le Purva Karma, c'est la préparation vraiment à la purification. On travaille sur Agni et sur Vata, pour à peu près tout le monde. Même si on vient pour un autre trouble de Vata, si on vient pour Pitta ou pour Kapha strictement, on va peut-être attacher moins d'importance à Agni et à Vata, mais on va quand même partir là-dessus. Dans la vidéo précédente, on a expliqué le principe, le lien entre dosha, Agni, Ama. Donc si un dosha est déséquilibré, on va perturber Agni. Agni, donc le feu, va avoir un fonctionnement qui va être incomplet. Donc on va produire, je le rappelle comme la vidéo précédente, on va avoir moins d'énergie, on va avoir des tissus de moins bonne qualité, on va avoir des matières d'élimination, donc sel, sueur et urine de moins bonne qualité, et surtout on va commencer à produire Ama. Ama à l'origine ça ne veut pas dire toxine, ça veut dire matière pas digéré, sous-entendu pas encore digéré peut-être. Donc déjà il y a automatiquement Ama dans l'estomac, puisque quand on mange, on met notre nourriture, notre riz, nos légumes dans l'estomac, et c'est Ama, puisque c'est de la nourriture qui n'est pas digérée. Mais avec le process de digestion, cette nourriture va se transformer, vous savez en quoi, énergie, etc., etc. Mais si à un moment donné, dans les 3 stades principaux de la digestion, à nouveau là vous allez voir que je simplifie énormément, mais le travail de Kapha c'est plutôt l'estomac, c'est au tout début de la digestion, c'est juste après avoir mangé. Donc l'idée de Kapha c'est de mélanger le bol alimentaire et commencer à préparer avec un peu d'agni dedans, un peu de sucre digestif dans l'estomac, mais c'est pas une digestion. Deuxième partie c'est l'intestin grêle, là il y a vraiment la digestion à part entière, c'est Pitta qui gère cette phase, et là on va vraiment transformer ce bol alimentaire qui était homogène grâce à Kapha. Là, il est complètement transformé et il part dans le sang. Ensuite, il y a une troisième phase où là, il y a plutôt les liquides qui vont être absorbés. C'est le côlon, et vous l'aurez compris, c'est Vata qui contrôle cette phase. Si dans une de ces 3 phases, Agni n'est pas équilibré à cause de Vata, Pitta, Kapha, on va automatiquement créer Ama dans ces zones-là. Donc Ama va s'accumuler dans l'estomac, dans l'intestin grêle ou alors dans le côlon. Et
La définition d'ama, c'est aussi matière qui n'a pas été digérée mais qui n'a pas été éliminée. Donc cette matière, elle fait quoi? Elle reste là, elle stagne. Précédemment, on voyait l'analogie avec une cheminée, avec la crasse qui peut se mettre, le bistre qui peut se mettre dans la cheminée. C'est pareil. C'est pas toxique en tant que tel, mais ça empêche le fonctionnement. D'accord? Et petit à petit, ça peut même putréfier, ça peut créer une toxicité où tout ce qu'on va manger de bon, au contact du pourri, ça va pourrir ce qui était bon à l'origine. Si dans un panier de pommes, vous mettez une pomme pourrie, très rapidement, elle va contaminer toutes les autres, même si les autres étaient en bonne santé. C'est-à-dire que quand on a ama, on va automatiquement, en permanence, à chaque digestion, polluer un peu tout le bol alimentaire, même si on mange super bon, super bio, qu'on a mangé lentement, etc., qu'on n'a pas été en overdose de quantité. Donc on parlait de cercle vicieux, vous voyez l'importance du cercle vicieux à ces moments-là. Je reprends un autre exemple. Prenez 3 litres de lait, donc c'est doux, vous mettez du yaourt dedans, un yaourt, ça de yaourt, vous mélangez, le lendemain vous avez 3 litres de yaourt. D'accord? Donc ama, c'est le même principe. Donc l'idée du panchakarma, non pardon, avant ça, je vais expliquer que d'abord dans le système digestif, ama va s'accumuler. Et à un moment donné, automatiquement, tôt ou tard, ama va déborder d'où il a été produit et il va partir dans les tissus. Par quel moyen? Le premier train qui passe, c'est le sang et le système lymphatique, tous les fluides qui font plusieurs fois le tour du corps tous les jours. Okay. Et donc ama, c'est un passager clandestin qui se promène, qui ne sert à rien, qui ne nourrit pas, qui va un peu encombrer. Et il y a un moment, il va trouver un endroit où il y a moins de prana, il y a moins d'énergie, il y a une faiblesse, pour n'importe quelle raison. Et ama va pouvoir s'implanter là. Ama, c'est une énergie tamas. Et un endroit où il y a moins de prana, c'est un endroit où il y a plus de tamas. Et là, ama va s'accumuler. S'il y a déjà un déséquilibre, alors là, il va augmenter ce déséquilibre. S'il n'y a pas encore de déséquilibre, il va en créer un. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des maladies chroniques, en fait, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'arthrite, que ce soit un cancer, etc., n'importe quoi. C'est ama qui va provoquer ça. Donc, à nouveau, l'idée du panchakarma, c'est pas d'équilibrer les doshas. L'idée du panchakarma, c'est revenir à un état basique, au maximum. Donc, d'aller chercher ama qui a migré dans les tissus profonds, le faire et l'éliminer. Voilà, le but final, c'est d'éliminer ama, de le faire sortir du corps. J'irai même plus loin, je ne vais pas développer, mais je vous le dis quand même parce que vous risquez de le voir ou l'entendre ou le lire dans des livres. Le but du panchakarma, c'est d'éliminer ama, dosha, dhatu. Ama, on en parle depuis 5 minutes, 10 minutes. Dosha, c'est pas qu'on veut éliminer les doshas, c'est qu'on veut éliminer les doshas viciés. Les doshas qui sont en trop, qui sont trop présents, qui sont accumulés. Quand on a la peau sèche, c'est qu'on a une accumulation de vata dans la peau. D'accord? Donc le vata qui est en trop dans la peau, qui donne de la sécheresse, on va l'éliminer. D'accord? Si on a un afflux de bile, par exemple, là c'est pitta qui est en trop. Donc on va éliminer pitta en trop. Et si par exemple on est en surpoids, on a de la graisse en trop. Donc là c'est dhatu, c'est les tissus. On a un tissu en trop. On l'a dit l'autre fois, c'est qu'il est de moins bonne qualité, mais surtout on en a en trop. Donc le but du panchakarma, c'est d'éliminer dosha, dhatu et ama. Ça va? Je ne veux pas trop vite? Non? Ok. Le problème d'ama, les caractéristiques d'ama, c'est quoi? C'est collant, lourd et froid. Alors il peut être un peu moins collant si c'est vata qui l'a créé, il peut être un peu moins lourd si c'est vata ou pitta, il peut être un peu moins froid si c'est pitta qui l'a créé, etc., etc. Mais quand même, malgré tout, il a ces caractéristiques de quelque chose de lourd, collant.
Donc il vient se coller quelque part, il s'intègre, il est complètement imprégné dans le tissu qu'il a pris pour hôte. Donc l'idée d'abord, c'est d'aller le décoller, le désolidariser du tissu, parce que si on l'arrache avec force quand c'est pas le bon moment, Ama va abîmer la matière. D'accord? C'est comme si vous avez une épine. Il y a un moment où il faut préparer la peau pour que l'épine sorte toute seule. Sinon, vous allez tout arracher. D'accord? Donc on chauffe, on ramollit la peau. Je ne sais pas comment on fait pour enlever une épine, mais il doit y avoir plusieurs techniques. Et Ama, c'est pareil, sauf qu'on n'a pas accès au tissu. Tout l'enjeu est là. Nettoyer le système digestif, c'est facile, il suffit de jeûner, il suffit de faire je sais pas quoi, de vomir, purger, etc. Le système digestif, on va le nettoyer à peu près bien. Peut-être pas complètement, mais en partie. Comment on nettoie la graisse? On n'y a pas accès. On n'a pas accès directement. Donc il faut être un peu fin. Et le Panchakarma, toute la beauté et la puissance du Panchakarma, c'est de trouver cette finesse associée à de la puissance d'action. À nouveau, là, ce que je vais expliquer, c'est des principes généraux. Tout le monde n'a pas exactement ce même protocole et cette même logique thérapeutique. Mais c'est pour expliquer une logique globale. Parmi les 6 saveurs, je vais vous citer les 6 saveurs. Il y a doux, salé, piquant, acide, amer, astringent. Ok. D'après vous, spontanément, quelle est celle qui nourrit le plus? Si on veut se nourrir, laquelle on va utiliser? Oui, le doux, qu'on appelle Madhura. Dans certains livres, c'est écrit sucré, mais c'est pas vrai, c'est pas sucré, parce que la viande, elle est Madhura, l'eau, c'est Madhura, pourtant c'est pas sucré. D'accord? Les céréales, c'est Madhura, c'est pas vraiment sucré. Donc voilà. Et d'après vous, quelle est la saveur qui va être la plus purifiante, qui va pas du tout nourrir, qui va nettoyer? Qu'est-ce que ça peut être, vous pensez? Astringent, c'est pas mal, c'est pas ça, mais c'est bien. Amer, voilà, c'est amer. L'amertume, c'est une saveur qui va agir un peu comme un râteau qui va gratter, c'est très sec. Astringent, le problème d'astringent, c'est que c'est air et terre au niveau des éléments. Donc la terre, c'est quand même beaucoup de matière, c'est lourd. Donc c'est quand même un peu nourrissant l'astringent. Il y a ce côté sec qui est intéressant pour nettoyer, alors que l'amer, c'est l'air et l'espace. Donc ça va créer du vide. Toutes les plantes émétiques, comme la camomille, comme plein d'autres, sont amères. Donc l'amertume, c'est le meilleur purifiant, en fait. D'accord? La limite d'action de l'amertume, c'est que, comme c'est pas du tout nourrissant, le corps, il en veut pas trop. Pour éliminer l'amertume, est-ce que ça... Alors, ça va dépendre des plantes, mais il y a des purgatifs qui sont amers, effectivement. Pour cette raison. Chaque purgatif a son action spécifique qu'on appelle Prabhava qui va plus ou moins faire éliminer par le bas, en purge, en purgation, mais c'est pas systématique. Souvent, c'est plutôt des plantes qui font vomir parce que le corps il dit ah non, mais j'en veux pas de ça. Si ça a passé le cap de l'estomac, alors là il va dire oula, mais j'en veux pas, et ça va faire partir vers le bas. Donc c'est un peu la même logique, mais ça agit pas tout à fait aux mêmes endroits. Donc l'amertume, c'est une saveur qui est très intéressante pour purifier. Sa limite, c'est que le corps il va dire mais j'en veux pas, ou j'en veux pas beaucoup. Alors que nous, il en faut beaucoup parce que Ama, il est là depuis 30 ans peut-être. C'est pas avec 3 grammes de camomille qu'on va aller chercher les toxines. D'accord? Donc il y a deux problèmes auxquels on est confronté. Comment emmener nos petits guerriers, nos petits soldats jusqu'au tissu concerné? Deuxième question, comment le garder dans le système digestif? Comment dire au corps, non, tu peux garder, c'est un ami, faut pas vomir, ou faut pas le purger. Il y a un copain que vous connaissez qui répond à ces deux problématiques. Le ghee. Le ghee, c'est quelle saveur? C'est Madhura, c'est nourrissant. C'est très nourrissant, donc le corps il dit ah oui, du ghee j'en veux, ça me nourrit, j'ai besoin de me nourrir, j'en veux du ghee. Et ensuite, il a un intérêt majeur parmi toutes les substances qu'on connaît, en tout cas les substances classiques. Même le beurre n'a pas cette action.
même les huiles de sésame, d'olive et tout n'ont pas cette action, c'est qu'il est capable rapidement d'aller nourrir tous les tissus. Jusqu'au dernier tissu, jusqu'au 7e tissu, le ghee, il peut être absorbé et au bout de quelques jours, il a nourri jusqu'au 7e tissu. D'accord? Alors vous voyez l'intérêt. Moi j'aime bien donner l'exemple de l'histoire du cheval de Troie. Vous connaissez l'histoire? Pour envoyer des soldats à l'intérieur du château fort qui voulaient attaquer, ils construisent un beau cheval, ils cachent les soldats dedans et puis ils donnent le cheval en bois en cadeau. Je ne parle pas de la version des Monty Python, hein, je parle de la vraie version. Vous la connaissez pas, on en parlera tout à l'heure des Monty Python. Et donc l'idée, c'est de dire au corps, oh tiens, prends, c'est du ghee. Oui, il est un peu amer, mais c'est du ghee, c'est nourrissant, tu peux l'absorber, va le digérer, prends-le, digère-le. Donc le corps, il dit, c'est un peu amer, mais c'est très très doux. Donc je prends et je digère. Donc on prend du ghee, quand on a le système digestif propre, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que vous avez fait les premiers jours, hein, que vous étiez là, si vous vous souvenez un peu. Donc on nettoie le système digestif. Agni, il est au taquet, il ne peut pas être plus fort. Même s'il est faible, il est quand même moins faible qu'il y a 3 mois. Et Agni dit, oula, j'ai rien d'autre à faire que de digérer tout ce ghee. Alors ça va prendre 2 heures, ça va prendre 4 heures, 5 heures. C'est pour ça qu'il vous teste. Est-ce que tu as faim? Est-ce que quand tu bois, tu rotes et que tu as encore le goût du ghee? Pour voir si le ghee, il a quitté l'estomac ou pas. Voilà. Donc toute la première phase, par l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? On a des massages appuyés avec de l'huile. On fait circuler parce que Ama, il faut le décoller. D'accord? Ama, on le décolle avec la chaleur et avec les mouvements du massage. Donc Ama se retrouve un peu en suspension et en interne, on fait le même genre de travail. C'est qu'on va amener le ghee qui va complètement saturer tout le système sanguin et le système lymphatique d'un tissu qui va être trop gras, donc très onctueux. Comme on chauffe, il devient plus liquide. Et en plus, les plantes amères, elles vont, avec des petits râteaux, elles vont gratter partout. Elles vont gratter Ama partout. D'accord? Et après, comme le corps il est très chaud et en circulation plus qu'à d'habitude, et qu'il est saturé de matière grasse, qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Il faut l'éliminer. Donc automatiquement, ça repasse par le système digestif et ça revient, idéalement, à l'endroit où, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 30 ans, il a été produit. Donc c'est pour ça qu'au début, on a la bouche pâteuse, on a la langue qui gonfle, on a des nausées, parce qu'en fait, on est en train de resaturer le système digestif d'un mélange de Ama, Dhatu et Dosha, qui sont en trop, qui étaient dans les genoux, qui étaient dans le sang, qui étaient dans la graisse, les muscles, etc. Et là, ils se retrouvent ramenés dans le système digestif. Donc tout le cœur du Panchakarma, c'est de ramener tout ça. On sort les poubelles, on les amène dans la poubelle. La poubelle, c'est le système digestif. Et après, il y a le camion qui vient et qui va éliminer les poubelles. Le camion, c'est quoi? Panchakarma, 5 actions de purification. Tout le monde n'a pas les 5. Je pense que vous n'avez pas eu les 5. Mais les 5, idéalement, c'est Nasya. Nettoyer tout le système ORL, okay, avec de l'huile médicinale. C'est le soin qui est le plus simple à mettre en place. Vamana, vomissement. Donc ça, c'est surtout pour vider l'estomac et nettoyer Kapha. Virechana, la purge. Là, on avale un truc comme de l'huile de ricin ou d'autres préparations bizarres. Et là, on élimine par le bas. 4e, Basti. Basti, c'est en anglais on dit enema. On peut dire lavement, mais c'est un peu réducteur lavement parce que c'est pas que des lavements les bastilles, mais on va dire lavement du côlon. Donc là, par le bas, on introduit une préparation. Ça peut être une décoction de plantes, une décoction de lait, ça peut être un peu d'huile, ça peut être plein de trucs différents. Il y a des dizaines et des dizaines de recettes. Même classiquement, petite parenthèse, il y a certains bastilles pour des constitutions et des situations assez rares où on fait ça avec de l'urine de vache. Et ensuite, le 5e, qui est assez peu pratiqué, notamment dans le Kerala, je crois, c'est Rakta Moksha, qui est la saignée thérapeutique, qu'on peut faire avec des sangsues. Voilà. Pour information, en France, il y a un laboratoire où on peut acheter des sangsues thérapeutiques. Et le docteur ici, moi je l'ai vu en faire il y a 10 ans, mais pas avec des sangsues, il faisait plus moderne avec des petites piqûres, avec des petites aiguilles.
Voilà. Ça, moi j'ai rarement vu faire, c'est pour nettoyer du sang toxique à des endroits quand il y a des nécroses ou des trucs comme ça. Mais c'est quand même une logique de purification. Si le sang est nécrosé à une zone précise, c'est pas la peine de le faire revenir dans le système digestif pour l'éliminer si on peut l'éliminer directement en local. Voilà. Donc une fois qu'on a ramené, on élimine. Ça continue à revenir, on élimine. C'est pour ça qu'on a plusieurs Vamana, plusieurs Virechana, plusieurs Basti. Parce que plus il y en a, et plus on l'enlève, et plus il en revient. Parce que ça fait un appel d'air en fait. Et on met en route un système qui est naturel. Tout ça, ce sont des systèmes naturels de purification, mais qui sont exceptionnels. D'accord? Donc il n'y a pas de violence dans le Panchakarma. Il y a une intensité, hein, il y a une exigence, mais il n'y a pas de violence. Tout est naturel. Le vomissement, c'est une action qui peut nous sauver la vie en fait. Il y a des animaux qui mangent de l'herbe, les chats notamment, qui mangent de l'herbe pour se purger naturellement, ou pour vomir. D'accord? Donc une fois qu'on est propre, en général on est un peu fatigué, et après la dernière étape du Panchakarma, c'est de rétablir Agni, parce qu'Agni il a été hyper sollicité, puis il a fonctionné un peu à l'envers en fait. Un peu à l'envers dans le sens où il n'a pas fait ce qu'il fait d'habitude, et tout le système digestif a donné un travail qui était un peu exceptionnel. Donc idéalement on laisse jamais quelqu'un partir d'un Panchakarma si on n'est pas sûr que notre système digestif a repris une fonction normale. Ça ne veut pas dire forcément parfaitement équilibré, mais ok, on mange, on va aux toilettes et on a de l'énergie à peu près. Voilà. Je pense qu'un médecin sérieux pourrait empêcher quelqu'un de partir s'il n'y a pas un minimum de stabilité au niveau digestif. Et dans certains cas, on quitte un Panchakarma avec des douleurs plus grandes qu'avant d'arriver, avec moins d'énergie, avec peut-être dans certains cas des doshas, voire un peu plus déséquilibrés qu'ils étaient avant. Mais on a quand même lancé un protocole, on a quand même lancé une dynamique pour que, comme on a tout nettoyé, les doshas se réactualisent, se rééquilibrent d'eux-mêmes à moyen terme ou à court terme. Voilà. Donc il peut y avoir des surprises de résultats. Il y a des gens qui souffrent 10 fois plus 2 mois après un Panchakarma. Et disent ça n'a pas marché. Attendons, prenons le temps. On a besoin de se reposer. Il y a quelques temps, on m'a demandé, il y a même 2 jours ici, on m'a dit mais combien de temps il faut se reposer après un Panchakarma? J'ai entendu tellement d'histoires, mais il y a un ratio de 1 à 100 entre celui qui a peu besoin de se reposer et celui qui a besoin de se reposer beaucoup. Il y a des gens au bout de 2 semaines, ils sont en pleine forme. Il y a des gens au bout de 6 mois, ils sont encore fatigués. Ça dépend, je ne sais pas de quoi, parce que j'ai des exemples étonnants avec des gens qui étaient âgés et qui avaient des pathologies lourdes et qui sont remis en pleine forme en 2-3 semaines. Et d'autres cas inverses, là j'exagère pas en disant ça. Des gens de 30 ans, 40 ans qui n'avaient pas trop de problèmes de santé, et puis 6 mois après un Panchakarma, ils sont encore capables de fatigue. Donc ça dépend comment il a été vécu, ça dépend de l'intensité qu'on a mis dedans, personnellement, parce qu'on a une grande part personnelle, on n'est pas, vous avez constaté, on n'est pas vraiment passif en fait. Ok, on fait rien de nos journées, on se laisse complètement faire, mais à l'intérieur, émotionnellement, physiquement, mentalement, on est hyper engagé en fait, qu'on le veuille ou non. On peut choisir de subir, on peut choisir de se laisser aller, on peut choisir de pleurnicher, on peut choisir de lutter contre la purification, parce que le corps il dit mais non, moi je veux garder ces problèmes. On lutte avec des parties de nous. Hein. Il y a des contradictions fortes qui peuvent se passer pendant une purification comme ça. Imaginez qu'en quelques semaines on peut nettoyer 40 ans de stockage énergétique et physiologique. C'est pas rien. Hein. Ça va ? On peut faire la cure de Panchakarma 2 fois dans l'année ou 3 fois. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce qu'on peut... moi je vois pas l'intérêt. Pourquoi faudrait revenir 4 mois plus tard ? Parce qu'on n'a pas fini le travail ? Alors attendons. Parce que le Panchakarma c'est des jalons dans notre vie. Des points de repère. Et l'idée... c'est d'aller mieux, évidemment, c'est d'enlever Ama, évidemment, mais c'est surtout de redonner une dynamique d'auto-guérison. On en a parlé l'autre fois. D'auto-guérison, et normalement, même si on part du Panchakarma et qu'on a encore Ama, parce qu'on n'a pas tout enlevé, parce qu'on ne peut pas tout enlever, parce qu'on a encore des doshas viciés qui ne sont pas partis, parce que blablabla, plein de choses, attendons de voir ce que le corps est capable de faire par lui-même.
de se réhabituer à son nouvel axe. Parce qu'on l'a décentré ou on l'a recentré. Et il n'est pas habitué. Il n'est pas habitué, donc laissons le temps encore de se remettre un peu d'aplomb, de retrouver un équilibre, même s'il est précaire. Et en changeant notre hygiène de vie au maximum, on va essayer de redonner une dynamique d'auto-guérison. Voilà. Idéalement, c'est ça. 1 an après le Panchakarma, on est en pleine forme. Si il y avait trop de déséquilibre, si le Panchakarma, on n'a pas pu aller assez loin, etc., c'est possible, c'est même souvent. Alors dans ce cas, peut-être qu'au bout d'1 an, on refait une thérapie, mais ça ne sera pas la même. On ne partira pas du même endroit. On ne partira pas avec le même ama. On n'aura pas au point de départ les mêmes doshas dans le même état. Donc ça sera un nouveau panchakarma. Peut-être là, ça sera la même maladie. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques incurables, comme, je sais pas, je pense à, je sais pas, ça peut être du diabète, ça peut être sclérose en plaques, n'importe quoi. Évidemment que la maladie ne va pas partir en 1 an. Mais on va petit à petit enlever ce qui lui permet de s'auto-alimenter à la maladie. Donc même si elle partira jamais définitivement, même si on va jamais définitivement reconstruire tous les tissus qui ont été abîmés, au moins on redonne du prana, on redonne du sattva, on redonne de la légèreté et du agni et de la vitalité pour que petit à petit les doshas s'auto-équilibrent et reprennent un axe normal de fonctionnement quotidien. Donc 2 fois par an, j'ai jamais entendu moi. Si on avait le temps et l'argent, je pense pas qu'un docteur vous incite à faire ça. Ça serait pas forcément dangereux, mais ça serait pas très sensé. Je pense. Voilà. Peut-être que dans 1 an, tu me reposes la question, je donne un avis différent, mais voilà. Ça va? Vous avez d'autres questions? Une élimination de sel avec de la mousse blanche. Oui. Est-ce que ça se passe là? C'est une élimination à quel niveau? Tu parles pendant un panchakarma? Oui. Une élimination avec de la mousse blanche. C'est ama. Après une purge, plutôt estomac. Plutôt estomac, de la mousse blanche, c'est plutôt estomac. Parce que le blanc, c'est une couleur kappa, et de la mousse, c'est quand même très humide. Et chez Vata, il n'y a pas ça. Et une purge, elle va nettoyer principalement l'intestin grêle, mais elle nettoie aussi l'estomac. Elle nettoie les 3, en fait, la purge. Et dans une purge, on regarde, normalement, on doit éliminer d'abord Vata. C'était à quelle fois? C'était la première élimination, la deuxième ou la troisième? Deuxième, troisième et quatrième. Voilà, tu vois. La première élimination, tu élimines que Vata en général. Ouais, c'est le colon. Voilà, tu élimines que le côlon, que Vata. Et à partir de la deuxième, tu peux éliminer Pitta. Et dans ton cas, tu as déjà éliminé un peu Kapha. Et peut-être que la troisième, il y avait plus de mousse blanche. Les 3, il y en avait beaucoup. Ok. Alors tu as éliminé Kapha et Pitta un peu, mais peut-être Pitta, il ne s'est pas vraiment manifesté. Il y a des trucs un peu jaunes, un peu rouges? Non, que blanc. Alors c'est Kapha. En tout cas, Kapha. Kapha, il peut être partout, il l'a dit tout à l'heure. Hein. Kapha, il peut être déséquilibré dans l'intestin grêle, mais... Il a parlé de l'intestin grêle. Bon, bah, il y a peut-être Kapha. Il y a peut-être Kapha dans l'intestin grêle. C'est possible. Mais comme c'est en aval, comme c'est plus bas dans le système digestif, il parle de là, et il arrive en bas. Donc les toxines qui sont en haut, bah, elles descendent. Donc c'est bizarre d'avoir Vata dans l'estomac, ça peut. Hein. Par contre, c'est tout à fait cohérent d'avoir Kapha qui descend et qui se stocke vers le bas. Puisqu'il descend à chaque fois que tu manges, tu le draines un peu. Tu vois? Mécaniquement. Ça va? Oui, c'est intéressant de savoir ce qui se libère. Ouais. Parce qu'après, on a une légèreté qui s'installe. Ouais. Et à nouveau, on l'a dit l'autre fois, mais c'est important de comprendre que quand on parle d'ama, on parle de matière évidemment. Si vous êtes curieuse, allez sur internet et vous tapez plaque mucoïdale. Plaque mucoïdale. Et vous cherchez des photos. Et c'est un nom moderne pour parler de ama dans le côlon. Et c'est des trucs, c'est un espèce de voile élastique tout collant
qui peut être sorti sur des... Il y a des techniques de purification un peu modernes là. Ça ne traite pas du tout comme le panchakarma parce que ça ne va pas chercher les toxines dans les tissus. Par contre, pour des pathologies sévères uniquement du côlon, c'est redoutable d'efficacité. Et tu peux éliminer des trucs qui sont collés depuis des dizaines d'années. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que Ama, c'est vraiment de la matière. On n'est pas dans un concept, on est vraiment dans de la matière. Mais Ama, il est aussi subtil et vibratoire. Comme on l'a dit l'autre fois, une émotion, elle peut ne pas avoir été digérée. On dit, hein, ah, j'ai pas digéré ce qu'il m'a dit avant-hier. Bah, pourquoi t'as pas digéré? Donc ça devient quoi ce que t'as pas digéré? C'est dans le ventre, L'estomac. par exemple, ou ailleurs. Si c'est de la colère, c'est dans l'intestin grêle ou dans le foie. Quand tu perds la foi, ah, j'ai plus la foi en la vie, en Dieu, en ta famille, en la confiance des copains. Tu as perdu la confiance, le foie qui trinque en premier. D'accord? Voilà, merci. Merci. Oh, c'est intéressant.